L'expérience de la littérature, de la lecture littéraire, en est une de rencontre avec l'altérité. Altérité de langue, d'imaginaire, voire d'idées ou de valeurs entre une œuvre et le lecteur qui la reçoit et l'interprète, souvent en un autre temps, en un autre lieu. En classe de littérature, toutefois, où la rencontre a lieu à l'initiative et sous la médiation d'un professeur, qui non seulement choisit des œuvres à lire, mais accompagne et guide le sujet lecteur dans son étude et son appréciation des œuvres, agissant tour à tour comme entremetteur, pédagogue et passeur culturel, l'altérité surgit aussi sous la figure de l'étudiant, destinataire incontournable, parfois insaisissable de l'expérience proposée. Or, qui est ce destinataire à qui nous donnons à lire des œuvres littéraires? C'est la question que nous avons voulu débattre ici, Karine et moi, sur laquelle nous avons voulu débattre. À quel lecteur nous adressons-nous? Ce lecteur est-il toujours le même ou a-t-il changé au cours des dernières années? Nous pensons que le terme de lecteur a ici un double référent. Il renvoie d'un côté à un lecteur postulé, soit le lecteur idéal, tel que se le représente le professeur de littérature, mais il renvoie également, d'un autre côté, à un sujet lecteur réel, tel qu'il se présente en classe de littérature. Aussi, vous invitons-nous, sous forme d'aller-retour entre réflexion théorique et pratique enseignante, à une visite de ces deux lieux où le destinataire de notre enseignement se donne à voir. En premier lieu, la tête du professeur de littérature, là où le lecteur se révèle sous un visage largement inspiré par la littérature elle-même, par l'expérience personnelle que le professeur en a, par la théorie et la critique littéraire, par les devis ministériels, ainsi que par la didactique de la littérature. Le portrait que nous dessinerons de ce premier référent renverra au lecteur tel que nous souhaitons qu'il en vienne à se construire au fil des expériences de lecture que nous lui proposerons de faire. Nous n'avons pas l'extravagance de croire qu'un tel lecteur puisse se présenter à nous d'entrée de jeu avec toutes les qualités que nous lui présupposerons. En second lieu, la classe de littérature, là où le sujet lecteur se présente d'une manière tout empirique, avec son rapport à la langue, sa sensibilité, ses valeurs, son imaginaire, ses références culturelles, dans une identité façonnée par son histoire personnelle, notamment familiale et scolaire, de même que par les mouvements sociaux et par la culture ambiante. Les débats actuels, entre autres sur la recevabilité de mots ou de textes jugés sensibles, ou sur la classe de littérature comme safe space, nous forcent à constater qu'il existe un écart, dans certains cas considérable, entre le lecteur que l'on peut postuler et le sujet lecteur réel, tel qu'on le rencontre en classe. Notre hypothèse est qu'il existe entre les deux un fossé qui expliquerait en grande partie les malentendus et incompréhensions cristallisés par les quelques cas très médiatisés de confrontation entre professeurs et étudiants. Ainsi, cet écart nous semble être un chantier essentiel à investir pour le professeur de littérature dans son travail de médiation pour faire de la lecture d'œuvres littéraires une expérience de l'altérité. Notre réflexion vous sera présentée en deux temps, chacun comportant deux sections alternées. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la naissance de la rencontre entre le lecteur et l'œuvre, à ce moment où le professeur agit comme un entremetteur selon les termes d'Aline Giroux et présente au lecteur l'œuvre qu'il aura à lire. Nous chercherons alors à déterminer qui est l'autre, à qui l'œuvre est donnée à lire. Marcel dressera d'abord un portrait du lecteur postulé, tel que l'imagine le professeur, et je présenterai ensuite le sujet lecteur réel, tel qu'il se présente en classe de littérature. Dans un deuxième temps, nous porterons notre attention sur le déroulement de la rencontre, là où le professeur agit comme accompagnateur et comme guide dans le travail de compréhension, d'interprétation et d'appréciation de l'œuvre. Nous présenterons là aussi de manière alternée qui nous semble être cet autre au travail et au jugement duquel l'œuvre est soumise. D'abord Marcel pour le lecteur postulé, puis moi-même pour le sujet lecteur réel. Donc, il s'agit du plan de notre intervention, deux sections, une sur la rencontre avec l'œuvre, une autre sur le moment de l'analyse et de l'interprétation de l'œuvre, et à chaque fois, il y aura deux sections, une sur le lecteur postulé et l'autre sur le lecteur réel. En conclusion, nous chercherons à voir s'il existe des pédagogies susceptibles de réduire l'écart entre le lecteur postulé et le lecteur réel.
Nous avons choisi de parler tous deux à la première personne du singulier et de vous présenter notre réflexion sous forme de conversation. Ces jeux, bien sûr, n'engagent que nous, mais nous espérons que vous vous y reconnaîtrez malgré leur degré de généralisation. Mon jeu à moi témoigne bien sûr de mon rapport personnel à la littérature et à son enseignement, ainsi qu'à mon héritage théorique, critique et didactique, mais il se veut néanmoins représentatif, jusqu'à un certain point, de la communauté des professeurs de littérature de Cégep, à laquelle, bien qu'à la retraite depuis déjà 7 ans, je considère encore appartenir. Mon jeu témoigne de ce que je perçois empiriquement des étudiants auxquels j'enseigne. D'une part, ceux de la formation générale, ainsi que des cours d'art, lettres et communication du Cégep de l'Outaouais, et d'autre part, de ceux de la maîtrise et du doctorat de l'Université de Montréal, auxquels j'enseigne le séminaire formé des lecteurs sur l'enseignement de la littérature au Cégep. Ceux-là qui jouent le rôle d'étudiants pour la dernière fois sont mes collègues de demain, la nouvelle génération de spécialistes de la littérature bientôt appelés à former d'autres jeunes lecteurs. En faisant dialoguer nos perspectives différentes et les tensions entre l'idéal et l'empirique, la forme choisie porte aussi le message, celui d'un rapprochement souhaité entre le lecteur postulé et le sujet lecteur réel. Bon. Acte 1, scène 1, donc, premier temps, le lecteur postulé au moment de la réception de l'œuvre. Dans ma tête de professeur de littérature, où il m'arrive parfois de me retirer pour y faire l'inventaire des idées reçues, j'imagine, au moment de proposer une œuvre à lire à mes étudiants, au moment d'agir comme entremetteur entre la littérature et eux, un lecteur qui non seulement consent à s'exposer à la diversité, à la différence, mais qui plus est, la recherche. J'appréhende un lecteur qui n'invoquera pas d'emblée son droit à la fuite, qui n'exercera pas d'entrée de jeu son droit de ne pas lire ou de ne pas finir un livre. J'espère un lecteur qui fasse montre d'ouverture. Je l'imagine bien en montagne voyageur, se jetant en Hongrie aux tables les plus épaisses d'étrangers et se lançant en Sicile à la rencontre de Grecs plutôt que de ces Gascons qu'il croise abondamment chez lui. Car la littérature, ainsi que je la conçois, est essentiellement, comme le voyage, une expérience de l'altérité. Je souhaite un lecteur qui se montre sensible aux effets que les œuvres peuvent produire sur lui, au plaisir, certes, mais aussi à la terreur et à la pitié, à la catharsis. Je rêve, en ce sens, d'un lecteur en quête de jouissance, pas que de plaisir, ainsi que Barthes m'a amené à le penser. Un lecteur qui refuse de se satisfaire d'une pratique confortable de la lecture, je cite ici Isabelle Arsenault. Car, à mes yeux, la littérature est essentiellement une expérience de la subversion ou une entreprise de défamiliarisation, selon le mot d'Arsenault. Du moins, est-ce ainsi que je la préfère. Je postule donc un lecteur qui consente à être transformé par la littérature, qui accepte qu'elle puisse agir sur son être jusqu'à façonner son identité, tant pour ce qui en compose la matière, son imaginaire, ses affects, ses idées, ses valeurs, sa langue, que ce qui en définit la manière d'être au monde, le style, ou à tout le moins qui accepte d'être révélé à lui-même par ces instruments d'optique, comme le nomme Proust, que sont les œuvres littéraires. Car l'expérience, comme les nomme Proust, pardon, car l'expérience littéraire, je la conçois comme une expérience ontologique et épistémique. Ce lecteur, cet autre à qui je viens proposer la lecture d'œuvres littéraires, je le sais pourtant vulnérable. Ne le suis-je pas moi-même devant la littérature? Mais je le voudrais prêt à s'avancer vers les œuvres avec toutes ses fragilités, prêt à affronter leurs agressions, majeures ou mineures. Je rêve donc d'un lecteur résistant, capable de soutenir les assauts de la littérature, sinon résilient, apte à s'en remettre, à guérir des blessures qu'elle lui infligera, à traverser les crises qu'elle lui imposera. Je l'imagine bien en Nicolas Bouvier, en séjour à Belgrade, une ville que le voyageur appréhende par ses sens et par l'odorat d'abord, ainsi qu'il le raconte dans l'usage du monde. Or, si Belgrade sent bon le melon, à cette odeur s'en mêlent d'autres,
odeur d'huile lourde et de savon noir, odeur de chou, odeur de merde. Elle empeste le souffle et la lie. En un mot, Belgrade pue. Et tellement que Bouvier est forcé d'admettre qu'il s'est senti débordé. Il finira par avouer que l'idée lui est même venue de fuir la ville. Mais le voyageur a su résister à la tentation. Il s'est plutôt montré poreux et a accepté que les sensations éprouvées le pénètrent et le colorent jusqu'à se sentir sale et nauséeux. À son tour, il a pénétré la ville, en a exploré la spatialité, il en a découvert certains lieux, s'y est fixé des repères, y a configuré des itinéraires, a usé de son espace jusqu'à se l'approprier. Enfin, ce lecteur pour lequel j'agis comme entremetteur, je le vois comme un être doué d'une certaine rationalité, capable d'imposer à sa sensibilité la compagnie de son intelligence et surtout disposé à pratiquer l'époquet, cette suspension temporaire du jugement que maniaient si bien ces philosophes grecs de l'Antiquité dont parle Diogène Laërce. Mes destinataires réels manqueraient-ils d'ouverture? Seraient-ils plus vulnérables que je ne le postule? Trop en fait pour affronter cette littérature plus subversive que confortable que je les invite à rencontrer dans les œuvres que je leur propose de lire? Seraient-ils plus émotifs, plus impressionnables que je ne le pense, doués d'une affectivité que leur raison serait incapable de dominer? Est-ce que je ne les imagine pas plus rationnels qu'ils ne le sont, qu'ils ne peuvent l'être? Seraient-ils trop prompts à juger, à condamner? As-tu des réponses, Karine? Je suis en classe, dans ce lieu d'échange imprévisible et imparfait qui donne néanmoins tout son sens à mon rôle de professeur de littérature. J'essaie d'être à l'écoute de ces groupes différents d'où se dégage chaque fois une personnalité collective qui teinte notre mise en jeu des œuvres littéraires. Mes étudiants ont-ils changé depuis quelques années? Le milieu dans lequel ils évoluent, en tout cas, est assurément très différent de celui dans lequel moi, quarantenaire, ai été formé, et manifestement, le fossé se creuse entre nos cultures de référence. Je livre en vrac quelques paramètres généraux qui me semblent orienter leur sensibilité avant de livrer mes observations sur les lecteurs réels que je côtoie. Je constate que pédagogiquement, ils ont été habitués par l'école primaire et secondaire à un enseignement explicite qui élucide les non-dits, segmente les opérations intellectuelles à accomplir en réduisant la nécessité des inférences ou des essais et erreurs. Je constate que psychologiquement, leur santé mentale est fragile, ils souffrent d'anxiété, surtout, mais pas seulement depuis la pandémie. Médiatiquement et culturellement, ils ont grandi avec les médias sociaux, les plateformes en ligne et autres contenus en continu qui compétitionnent très efficacement pour leur attention. Des espaces où la haute culture n'est qu'un créneau au sein d'une offre infinie soumise au choix des consommateurs. Un espace aussi où la communication, extrêmement démocratisée, s'effectue sur un axe horizontal. Politiquement, ils sont exposés par ces mêmes canaux à des formes de militantisme dont j'avoue bien humblement peu connaître les codes avant qu'ils pénètrent les grands médias d'information. Les cas d'affrontement entre professeurs et étudiants de l'an dernier sont, à mon avis, liés à cette méconnaissance et à ce conflit des codes entre les codes militants, disciplinaires et pédagogiques. Ce sont les situations les plus explosives, mais je pense qu'il ne s'agit que de cas limites d'une transformation beaucoup plus large de la sensibilité, qui n'englobe pas que l'aspect politique lié au militantisme antiraciste. J'en arrive à mes observations empiriques, forcément un peu réductrices, que j'essaie de mettre en lien avec la description du lecteur postulé de Marcel. Mes groupes de cégepiens d'abord. Sauf exception, ils sont relativement diversifiés, mais assez peu politisés. Ils considèrent la littérature non pas comme une occasion, comme l'occasion d'une expérience existentielle, mais comme une matière scolaire, un travail régi par des contraintes et des obligations, contrairement à la lecture de loisirs ou à la consommation culturelle qui serait, elle, plaisir, détente, choix personnel. Ils pratiquent ce que les sociologues Baudelot, Cartier et Detrez nomment une lecture ordinaire, une lecture transitive qui sert à quelque chose, référentielle, repliée sur leur expérience concrète du monde, qui, lorsqu'elle a été appréciée, met à contribution leurs valeurs et leurs émotions, beaucoup moins leur rationalité. Ils perçoivent difficilement l'ironie, même les bons lecteurs, s'en tiennent souvent au premier degré. Ils sont ouverts et bienveillants à l'égard de la différence, en tout cas de la représentation de la diversité culturelle, de genre ou des formes de marginalité qui auraient pu se heurter à des stéréotypes négatifs il y a peu de temps encore.
Ils rejettent nettement, en revanche, ce qu'ils perçoivent comme de l'élitisme, du jugement discriminatoire, et que d'autres, comme moi, par exemple, pourraient considérer comme un point de vue critique à l'égard du consumérisme, par exemple. Mes étudiants universitaires, je ne m'étendrai pas sur leur cas, puisque, inscrits au cycle supérieur, ils ont acquis un habitus de lettré beaucoup plus compatible avec le mien. Globalement, ils adhèrent aux attitudes énoncées par Marcel, ou du moins jouent très bien le jeu. Ce qui me frappe, c'est leur exigence civique et éthique qui va s'intensifiant depuis 5 ans. Je le vois au texte qui, parmi les réflexions de perspectives variées que je soumets à leur jugement, recueille le plus spontanément leur adhésion dans le séminaire formé des lecteurs. Ce sont ceux qui abordent la question de la représentativité des auteurs, auteurs femmes, de la diversité autochtone. Parmi ces étudiants, il y a peu de défenseurs des classiques. Je rappelle que ce sont nos collègues de demain, nos futurs jeunes collègues. Ils adhèrent aussi à la notion de sujet lecteur très facilement, donc notion telle que définie par Langlade et Fourtanier, qui accorde de l'importance non seulement à la rationalité du lecteur, mais aussi à ses émotions, à son jugement, à sa créativité. Ils adhèrent beaucoup au développement de l'empathie par la lecture, telle que développée par Martha Nussbaum, à la pédagogie de la transgression de Bell Hooks. Je précise que chez aucun de mes étudiants engagés ou militants, je n'ai reconnu le stéréotype du woke radical qui défrait la chronique, dogmatique, hostile ou de mauvaise foi, bien au contraire. Ainsi, au moment de la rencontre avec l'œuvre, si les étudiants du collégial et de l'université sont ouverts et consentants à la subversion, c'est sur un terrain assez spécifique, celui de la diversité identitaire contemporaine, qui me semble en voie de devenir relativement consensuel. Je m'interroge sur cette ouverture à l'égard de textes représentant d'autres formes de subversion, formelles ou idéologiques, par exemple. Passons maintenant à l'acte 2. Le lecteur postulé au moment de réaliser l'étude de l'œuvre et de juger de sa valeur. J'attends pour ma part, au moment où je lui propose d'entreprendre l'étude d'une œuvre et de lui servir dans ce travail d'accompagnateur et de guide, un lecteur qui se montre intéressé autant par le propos que par la langue et la forme de l'œuvre. J'anticipe un lecteur sensible tant à la beauté qu'au sens. Je l'imagine donc capable de quitter le premier degré d'une lecture par trop référentielle et de voir que dans une œuvre littéraire, je cite ici Isabelle Arsenault, il s'y dit autre chose que ce qu'il s'y raconte, et tout disposé à adhérer à l'idée que la lecture d'œuvres littéraires est une expérience à la fois herméneutique et esthétique. Cela dit, tant en regard du propos tenu que de la langue et de la forme choisie, je souhaite un lecteur capable de faire preuve d'objectivité et de distanciation. J'espère de même, dans cette perspective, un lecteur méthodique, qui soit attentif à la situation d'énonciation propre à l'œuvre étudiée et qui sache aborder cette œuvre dans sa temporalité, dans le contexte historique, culturel et social de sa production et de sa réception. Un lecteur rompu, donc, à cette vérité pourtant essentielle en littérature, ce n'est pas parce qu'on met en scène ou qu'on montre une chose qu'on en fait l'apologie, selon les mots de Melika Abdelmoumen. Un lecteur qui sache voir la nuance et la complexité qui caractérisent la littérature, un lecteur capable de saisir la finesse et les subtilités de la langue et capable, le cas échéant, de distinguer la parole de l'auteur de celle du narrateur et de celle de ses personnages. Je souhaite un lecteur ouvert à la polysémie, à l'idée qu'une œuvre puisse être porteuse d'une pluralité de sens. Je souhaite de même un lecteur ouvert à la diversité des esthétiques, aux multiples conceptions de la beauté. Je ne veux pas d'un lecteur qui se soumette aveuglément à l'autorité des clercs, à leur interprétation et à leur jugement. Je le préfère irrespectueux, à l'image du lecteur voyageur, braconnier et bricoleur que décrit Michel de Certeau dans Lire un braconnage. Un lecteur capable de construire sa propre interprétation et sa propre appréciation d'une œuvre. Je n'en désire pas moins un lecteur qui adhère au principe d'autorité, à l'idée de vérité et à l'idée de valeur littéraire. Un lecteur pour lequel tout ne s'équivaut pas, pour lequel certaines interprétations d'une œuvre puissent être considérées comme supérieures à d'autres, pour lequel certaines œuvres puissent être reconnues comme possédant une plus grande valeur littéraire que d'autres.
Je veux donc un lecteur prêt à reconnaître que certaines œuvres se révèlent, par leurs propos, plus justes, plus vrais que d'autres. Un lecteur qui souscrive à l'idée que certaines œuvres, par leur mise en forme, par le style et la langue adoptés, par l'écriture, soient estimées plus réussies, plus belles que d'autres. Bref, un lecteur moderne plutôt que postmoderne. J'espère enfin un lecteur prêt à se prévaloir à l'égard de l'œuvre donnée à lire du bénéfice d'inventaire, soit du droit de procéder à un examen de cette œuvre que je lui propose de recevoir en héritage, un droit que je juge de mon devoir de veiller à ce qu'il l'exerce en toute rigueur et en toute honnêteté. J'attends donc en retour qu'il se montre disposé à assumer la responsabilité d'un tel droit, ce qui suppose qu'il ait accepté l'invitation à suspendre son jugement qui lui a été adressé d'entrée de jeu, qu'il se soit investi à fond dans l'étude de l'œuvre et qu'après cet époquet et ce travail, il procède à la réactivation de son jugement, estime la valeur de vérité et la valeur littéraire de l'œuvre et accepte d'entrer en dialogue avec les autres membres de la communauté des lecteurs de cette œuvre, qu'il s'agisse des lecteurs du passé, de contemporains ou de ses collègues de classe. Mes destinataires réels seraient-ils incapables d'être attentifs à la fois à la matière d'une œuvre et à sa manière? Seraient-ils inaptes à prendre en compte la situation d'énonciation dans laquelle une œuvre se donne à lire? Seraient-ils à ce point ancrés dans leur temporalité qu'il leur soit impossible d'en sortir pour accéder à la temporalité de l'œuvre? Seraient-ils incapables de quitter le premier degré de la lecture d'une œuvre? Manquerait-il de cette connaissance fine de la langue nécessaire à la réception des œuvres littéraires? Seraient-ils incapables de tout report, de toute mise en veilleuse de leur jugement? Je lance encore une fois les questions à Karine. Alors maintenant, le sujet lecteur réel au moment de réaliser l'étude de l'œuvre et de juger de sa valeur. Je dirais que certaines des compétences d'interprétation et de jugement formulées par Marcel représentent un grand défi pour mes collégiens les plus faibles. Celle de percevoir le second degré des œuvres littéraires, d'être sensible à leur dimension esthétique, formelle et linguistique, de décoder et de reproduire la nuance et la complexité, etc. Mais même si les résultats sont parfois moins concluants qu'on le souhaiterait, il importe, d'après moi, que ces compétences restent au cœur du profil de sortie de la formation générale au collégial, que l'on tende vers elles. Mes étudiants universitaires, quant à eux, non seulement parviennent à mettre ces compétences en pratique, mais adhèrent manifestement, dans la grande majorité des cas, à ces exigences disciplinaires. Sauf dans des circonstances rares, où la recevabilité même des œuvres proposées est remise en question en fonction d'un horizon d'attente qui, manifestement, se teinte désormais, aux surprises, de considérations éthiques et politiques. C'est le phénomène dont parle Alice Michaud-Lapointe dans un essai récent consacré à un cours universitaire de critique cinématographique où, présentant avec enthousiasme la scène culte de l'ouverture du Mépris de Godard, la professeure est désarçonnée par la réaction de plusieurs étudiants qui l'envisagent essentiellement par son caractère sexiste. Dans une perspective semblable, il y a quelques années, dans mon séminaire, une étudiante a questionné la pertinence de mettre au programme le texte d'un auteur éclaboussé dans la mouvance de MeToo. Non pas de manière aveuglément dogmatique ou par une dénonciation sur les réseaux sociaux, mais de manière articulée et pondérée, ce qui a donné lieu à une discussion très féconde sur les critères de sélection des textes et des paramètres critiques de la discussion. Et j'ai par la suite pris la décision de remplacer ce texte du recueil. Il s'agit donc là de cas où, pour des questions de principe et d'intégrité, les étudiants ne jugent pas opportun de suspendre leur jugement pour adopter la position neutre et distanciée exigée par le protocole méthodologique de leur discipline. Mais ils pratiquent tout de même la délibération rationnelle, la justification d'un point de vue critique qui manifeste l'importance accrue que prend la question des valeurs dans la réception des œuvres, par rapport notamment à leur dimension formelle ou esthétique. La situation me semble très différente chez les cégepiens. Ce qui me frappe en parcourant les qualités d'analyse et de jugement du lecteur postulé énumérées par Marcel, c'est que, somme toute, on a dans une classe de collégiale peu de prise sur ces activités, si ce n'est que par le biais des rédactions qui en rendent compte, mais tout à la fois les orientent et les formatent, puisqu'il s'agit de travaux comportant des critères d'évaluation que les étudiants s'efforcent de respecter pour ne pas être pénalisés.
Depuis la réforme de 1994, d'ailleurs, les évaluations prescrites par le ministère de l'Éducation mettent exclusivement en jeu les compétences rationnelles et méthodologiques dans des formes d'analyse littéraire et de dissertation qui se sont au fil du temps technicisées et surcodifiées, laissant peu de place à l'interprétation et à l'initiative intellectuelle. Mes observations quant aux pratiques d'analyse des collégiens, d'abord. Je dirais qu'ils sont pragmatiques. Ils veulent connaître les paramètres de l'évaluation et généralement s'y conformer. Ils sont forgés par un enseignement explicite qui présente à l'avance les grilles de correction, qui enseigne des stratégies de réussite, qui segmente les tâches pour aider les plus faibles à les maîtriser. Ils envisagent les analyses et les dissertations comme un travail exclusivement scolaire plutôt qu'une expérience de pensée transformatrice. Ils ne prennent pas de risques. Ils ne sont pas particulièrement avides de liberté ou d'expérimentation dans le domaine intellectuel, même mes étudiants de deuxième année de lettres. Mes remarques maintenant quant à leur pratique du jugement et de l'appréciation, eh bien, puisque les programmes du collégial ne misent que sur les analyses et les dissertations, à moins que le professeur n'intègre de sa propre initiative d'autres types de travaux, des carnets de lecture, des tables rondes, des critiques littéraires, ils peuvent ne jamais avoir accès à l'expression du jugement ou à l'appréciation esthétique de leurs étudiants. D'après ce que je constate, la majorité des cégepiens d'aujourd'hui sont extrêmement relativistes. Ils n'envisagent pas la valeur littéraire ou artistique comme une qualité intrinsèque en fonction de leur capacité de nous élever, de développer notre potentiel intellectuel ou esthétique, et ne hiérarchisent pas les productions culturelles entre elles. Ils jugent les œuvres littéraires selon les mêmes paramètres que la culture du divertissement, soit par le plaisir immédiat. Ils sont très peu sensibles à l'autorité littéraire des spécialistes, critiques, éminents professeurs, ou alors des auteurs reconnus par l'institution. Mais paradoxalement, ils sont en demande d'encadrement des professeurs, puisqu'ils veulent convenir aux normes exigées plutôt que de faire preuve d'originalité, d'exercer leur liberté ou leur singularité. Il ne s'agit donc pas d'une remise en question consciente de l'autorité littéraire, mais d'une forme d'obéissance sans adhésion, je dirais même sans compréhension, des présupposés qui fondent les pratiques littéraires jugées légitimes par l'institution dans laquelle ils étudient. Ce n'est pas surprenant puisque ces présupposés et critères de jugement ne sont jamais explicités ou débattus dans le cadre de la classe. Ainsi, le jugement et l'appréciation esthétique sont relégués à la sphère privée et tout naturellement indexés sur celle de la culture du divertissement. Nous arrivons à la conclusion, donc quelques questions et des pistes de réflexion. Au terme de cette confrontation de perspectives, on peut se demander s'il est légitime aujourd'hui de miser sur ce lecteur postulé tel que nous l'avons représenté. Sommes-nous les héritiers d'une illusion? La désillusion serait-ce là désormais, si tant est que ça n'en fut jamais le cas, le lieu de l'enseignement de la littérature? Que faire quand le postulant, le sujet lecteur réel, n'est pas le postulé? Quand le lecteur rencontré se révèle autre que le lecteur attendu? Comment les rapprocher l'un de l'autre? Première option, tenir son bout, former des lecteurs envers et contre tout, autrement dit, convertir coûte que coûte le sujet lecteur réel en lecteur postulé et miser pour ce faire sur une pédagogie de l'inconfort, comme le propose Isabelle Arsenault. Option numéro 2, jouer safe, miser sur une conception thérapeutique de la littérature, une pédagogie du care pour faire de la classe de littérature un espace sécuritaire. Tentative de réponse. J'ai mis toute une vie à construire, à remodeler ma représentation du lecteur, ce que j'ai appelé le lecteur postulé, une représentation sur laquelle j'en suis venu à considérer qu'il est désirable de fonder un enseignement de la lecture littéraire. Je ne suis donc pas prêt à y renoncer facilement, à céder à des revendications dont certaines relèvent de l'exécution sommaire, de l'ignorance des règles de l'énonciation, d'un relativisme postmoderne ou d'un présentisme qui se refuse à considérer les œuvres dans leur contexte historique. Oui au dialogue, mais à condition que mon interlocuteur accepte de faire l'effort de la réflexion, de se soumettre aux règles de la pensée critique et de l'argumentation. Bien que mes inclinaisons personnelles et ma formation fassent de moi une moderne, convertie à l'autonomie de la littérature, sensible d'abord au langage, à la forme et à la singularité des œuvres, mon point de vue plus pragmatique me porte à constater l'avènement de ce relativisme postmoderne auquel je n'adhère pas, mais qui me semble aujourd'hui imprégner toutes les sphères de la vie sociale, y compris la littérature.
Pour apporter ma contribution sans renier mes convictions esthétiques et intellectuelles, il me reste à accueillir la diversité des étudiants de mes classes, tout en initiant un dialogue apte à nous transformer réciproquement, à être à l'écoute de toutes les formes de diversité. Diversité de rapport à l'identité, qui nous sont brutalement devenues plus familières, mais aussi diversité, sans doute banale, mais plus répandue encore, de rapport au monde, à la culture, à l'autorité. Bien que mes constats soient pessimistes à bien des égards, je refuse de réduire mes étudiants aux stéréotypes du woke borné défini par les médias, ou encore à me retirer dans l'espace certes sécurisant, mais relativement stérile des exercices scolaires, à l'abri de la vie de l'esprit, de la renégociation de la sensibilité, des valeurs et des codes de communication contemporains. Nous avons encore la chance, ici et maintenant, de pouvoir nous parler. Mais en tant que professeur, il faut prendre le risque et faire l'effort d'aménager des espaces à cette fin et de cultiver une relation pédagogique d'ouverture propre à susciter la confiance. Nous proposons, Karine et moi, de miser sur une pédagogie de l'équilibre. Et pour ce faire, sur un enseignement de la lecture littéraire qui inviterait d'abord à s'éloigner de cette pratique du raccourci qui, dans le traitement du discours de l'autre, en gomme le contexte d'énonciation, qui en fausse ainsi la réception et en déforme le propos. Un enseignement qui forcerait à l'abandon de ces pratiques hâtives qui trop souvent caractérisent l'exercice du jugement, pratiques qui relèvent tout autant d'une exécution sommaire que d'une canonisation tenue pour acquise. Un enseignement qui conduirait à prendre ses distances, tant par rapport au dogmatisme qu'au relativisme culturel, à ces formes de paresse de l'esprit qui mènent pour l'un à imposer des vérités tout en les soustrayant à l'examen critique, et pour l'autre à croire que tout s'équivaut. Un enseignement qui appellerait à sortir du présentisme, de cet enfermement dans une temporalité si étroite que l'intelligence et le jugement s'en trouvent aveuglés, sans pour autant verser dans l'intemporalisation, cette évasion hors du temps qui conduit parfois à un excès d'universalisme. Bref, à aborder la littérature dans le temps, à traiter les œuvres dans leur temporalité propre. Un enseignement qui reposerait enfin sur un juste partage entre une littérature qui nomme, dans laquelle le lecteur se connaît et se reconnaît, une littérature de plaisir, de confort, et une littérature qui transforme, dans laquelle le lecteur, bousculé dans son identité, devient hôte, une littérature de jouissance qui met en état de crise. Je proposerais d'investir davantage le travail en amont de la lecture d'une œuvre, où le médiateur joue un rôle d'entremetteur, ce moment de la rencontre qui souffre d'un sous-investissement. De donner l'occasion aux étudiants de poser un regard réflexif et de formuler des observations sur leur propre rapport à la culture, par des autobiographies de lecteurs, des journaux de lecture, des forums de discussion, qui, par la même occasion, permettent aux professeurs de prendre connaissance de ce bagage culturel de leurs étudiants et peut-être de s'y référer en cours de session, qui permet aussi surtout d'entendre la voix singulière des étudiants et de mieux comprendre leur sensibilité, voire leur fragilité. Peut-être, si on les connaît mieux, de les avertir si nos œuvres risquent de les surprendre dans leur zone d'inconfort. Vous comprendrez ici que je ne suis pas du tout contre la pratique du trigger warning sans en faire une pratique standardisée. Je pense aussi qu'il est important en tant que professeur de ne pas se constituer uniquement en expert de l'analyse formelle, mais d'expliciter nos propres critères de jugement et d'appréciation. Après tout, ils font partie intégrante de notre expérience de la littérature, mais en les excluant de la sphère pédagogique, nous nous privons d'un espace de formation à l'espace esthétique, qui, si elle ne passe pas par l'école, risque à terme de se diluer dans la culture du divertissement. Dans le travail d'analyse et d'interprétation de l'œuvre, où le médiateur joue un rôle d'accompagnateur et de guide, que l'on surinvestit souvent dans l'enseignement d'une méthodologie préformatée, il me semble nécessaire d'accompagner l'exigence d'objectivité d'une exploration de la subjectivité du lecteur, en misant parallèlement sur des activités et des travaux plus libres que les analyses et les dissertations, qui font appel à la sensibilité, aux valeurs, au jugement de l'étudiant. Encore une fois, des journaux de lecture, des lettres aux auteurs ou des procès fictifs, des débats, des tables rondes, qui offrent un espace pour énoncer d'éventuels malaises ou critiques, tout en pratiquant l'explicitation, la délibération et l'examen critique de ses propres réactions. Bref, plutôt que de les laisser à l'écart, de raffermir et de travailler la sensibilité et le jugement des étudiants, tout en ouvrant un espace de dialogue où l'on pourra à son tour informer, nuancer et complexifier. D'un point de vue pragmatique et en toute lucidité, on conviendra que de tels exercices ne peuvent éliminer tout risque de malentendu ou de procès d'intention.
mais ils permettront à tout le moins d'offrir à l'autre un espace de parole légitime et de pratiquer activement un dialogue qui me semble crucial à la fois pour enrichir le vivre ensemble et l'expérience de la littérature. Merci pour votre écoute. Merci.